Chers collègues, on est déjà 85. Ah ben voilà, il est 13 h, on va s'y mettre. Peut-être une petite vérification que tous nos orateurs sont présents. Donc je repère Kimo dans la salle, que je salue. Lokia Merja est là également. Teresa Riberon, elle est là, d'accord. Et Kathleen Southwick. Et tu as aussi... Kathleen est là ou pas? Vous la voyez? Je ne l'ai pas Et vu. je vois que Lydia Labalette est là. Est-ce que Kathleen... Bonjour. Est-ce que Kathleen est là? Je regarde si Kathleen, notre collègue du groupe de travail développement durable d'ICOM, est là, mais je ne la vois pas. Alors attendez, je vais essayer d'aller voir. Quelqu'un la voit? Eh bien, tout le monde est là. On est déjà 107 participants. Merci à tous nos amis d'ICOM France, bien sûr, d'ICOM à l'international, puisque vous le savez désormais, nos séances, nos sessions sont très internationales. Ce cycle de débats est monté avec 4 participants, 4 collègues, avec nos amis finlandais, bien représentés aujourd'hui par Kimmo Anttila. Et j'en profite pour saluer vraiment chaleureusement Kimmo. Nous nous connaissons de longue date, donc je suis vraiment heureuse que Kimmo soit avec nous aujourd'hui. Le cycle de débat est également monté avec nos amis de Grèce, avec nos amis d'Israël et avec le Comité international des musées scientifiques, ce qui donne une envergure assez internationale et assez bien répartie de nos partenaires. Aujourd'hui, un débat d'une importance vraiment particulière, d'une très grande actualité, puisqu'on va parler de développement durable et musée. On parlera de développement durable et musée dans la circonstance très particulière du Covid que nous vivons tous. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a donné un coup d'accélérateur? Est-ce que de toute façon, nous étions tous déjà très imprégnés de cette nécessité d'aller vers le développement durable? J'apprécie tout particulièrement que notre collègue Kathleen Southwick, qui est membre du groupe de travail d'ICOM sur le développement durable, ait accepté de venir nous parler de ce qui se fait à ICOM sur cette question du développement durable. Je n'en dirai pas plus pour introduire, parce que ce n'est pas moi qui anime votre débat aujourd'hui, c'est ma collègue et amie Estelle Guildébut, à qui je passe immédiatement la parole pour qu'elle vous présente les uns les autres et présente cette journée. À tout à l'heure. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Donc, comme le disait à l'instant Juliette Raoult-Duval, c'est devenu une habitude que de nous retrouver chaque 3e mardi du mois pour une rencontre discussion sur notre plateforme Zoom. Et donc, on est bien sur le sujet solidarité qui était rappelé à l'instant. Alors, nous allons parler de l'économie solidaire qui entre au musée petit à petit, plus ou moins selon les pays, en termes d'exposition durable, d'éco-conception. On va s'intéresser aussi aux mesures d'impact. Est-ce que c'est la fin du productivisme qui est là? Comment introduire la solidarité environnementale dans le quotidien des musées? Quel impact écologique de l'activité de nos musées? Quels indicateurs pouvons-nous repérer? Le développement durable peut-il générer des bénéfices économiques par-delà les avantages écologiques? Comment penser tout simplement une exposition durable? Avec quels moyens? Quels équipements? Quel budget aussi? Quelles compétences peut-on mobiliser en interne ou en externe? Autant de questions qui seront soulevées cet après-midi. Alors, vous pourrez bien entendu suggérer d'autres problématiques que celles que je viens de souligner à l'instant. Donc, nous allons avoir le plaisir et même l'opportunité, je dirais, de pouvoir dialoguer cette fois dans l'ordre d'intervention qui leur a été proposé avec Kimmo Anttila,
qui est le directeur du musée finlandais de la Poste et que je salue pour la première fois. Merci Kimo d'avoir rejoint ce débat. Je salue également Lydia Labalette, donc administratrice du Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Lokia Merja, directrice du pôle collection exposition du musée des Confluences à Lyon, et son collègue, je crois, Sylvain Béguin, qui doit nous avoir rejoint, responsable adjoint du service technique culturel. Ce sera une intervention en duo. Je salue également Teresa Riberon, qui est aujourd'hui chef de projet itinérance des expositions au Muséum national d'histoire naturelle à la direction des publics. Et enfin, Caitlin Southwick, qui est membre du groupe de travail développement durable d'ICOM. Alors, je rappelle à nos intervenants, mais ils le savent déjà, comme pour chaque session, vous avez environ 7 minutes pour exposer votre sujet. Le principe de ces séances étant bien de présenter des expériences originales, enracinées dans le terrain, concrètes, afin de les partager avec les membres de l'ICOM qui nous rejoignent petit à petit. Les auditeurs, je le disais, pourront vous poser des questions après vos différentes prises de parole, puisque le but est bien aussi d'ouvrir nos échanges et d'apporter d'autres retours d'expérience. Je rappelle aussi que tous les propos sont enregistrés et traduits en direct en anglais, en espagnol. Donc, vous avez un petit onglet qui vous permet de choisir votre canal linguistique. Et l'ensemble du débat sera ensuite accessible en replay. Donc, je remercie, j'en profite, notre déléguée très efficace, Anne-Claude Maurice, qui ne manque jamais de mettre en ligne ces débats sur notre site quasiment au moment où il s'achève. Donc, c'est tout à fait profitable rapidement. Alors, je propose à Kimo Anttila de démarrer. Je crois, Kimo, que vous avez pour intention de rappeler un petit peu les objectifs de votre institution, que peut-être nous n'avons pas tous la chance de connaître encore. Et vous allez aussi exposer des exemples de solutions que vous avez pu mettre en place à la fois dans les salles de votre musée, mais aussi dans les réserves, parce que de fait, ça concerne ce global dans nos musées, ce qui est visible, mais peut-être aussi ce qui l'est moins. Donc, je vous laisse la parole, Kimo. Merci beaucoup. Bonjour, dear Juliette, dear Estelle, dear colleagues. Bonjour, chère Juliette, chère Estelle, chers collègues. Pour moi, c'est un grand plaisir d'avoir la possibilité de parler avec vous de ces questions et je vous remercie chaleureusement de votre invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, c'est toujours bien de vérifier. Comme nous le savons tous, nous vivons plusieurs crises, changement climatique, perte de biodiversité et tous ces éléments font partie d'une seule et même crise de durabilité. En ce qui concerne les structures tout d'abord, je pense que le gouvernement finlandais a mis en place une initiative très intéressante, une approche exhaustive ou complète pour gérer les différentes causes qui sont à la racine de ces différents problèmes. Il y a un programme qui se met en place pour aller vers une Finlande neutre en carbone d'ici 2035. Nous savons que cela nécessite plusieurs éléments. Il faut pour cela de nouvelles décisions qui doivent être prises sur la politique climat. Il va falloir produire l'électricité et de la chaleur sans les émissions de carbone. Il faut également réduire l'empreinte carbone des différents bâtiments et promouvoir des politiques alimentaires neutres en carbone. Dans les musées également, nous faisons face également à ce genre de défis. Nous sommes en même temps en train de redéfinir le musée et son objectif dans ce monde en constante mutation. Nous avons
un très très grand défi pour parler de ces différentes problématiques avec différents publics. Mais nous avons également une grande opportunité pour diffuser les informations et les connaissances scientifiques afin d'aider la société à venir aux prises de ces problématiques. Je travaille moi-même au musée de la Poste, euh, qui est à 185 km au nord de Finlande, la deuxième plus grande agglomération du pays. Nous avons construit nos activités grâce à un nouveau modèle en réseau. Nous sommes basés dans un centre muséal qui est abrité, qui est accueilli dans ce bâtiment que vous voyez derrière moi. C'est une ancienne usine. Vous voyez le bâtiment dans la photo. Et nous travaillons ensemble, nous collaborons avec d'autres musées et collections, avec d'autres activités également. Le même bâtiment accueille également le musée de sciences naturelles, le musée de hockey sur glace, et nous accueillons également plusieurs expositions internationales tous les ans. J'ai envie de vous dire tout d'abord qu'il s'agit déjà d'un modèle durable. Le fait de construire un réseau de musées différents et de rechercher les possibilités de collaboration est un travail plus efficace les uns avec les autres. Depuis 1 ou 2 ans, nous travaillons également sur un programme ou une démarche de durabilité propre à notre musée. Dans ce cadre, nous commençons à mettre en place des actes concrets, le recyclage, les déplacements professionnels, le soutien à l'usage du vélo, une réflexion sur l'alimentation, la restauration dans le musée, la manière également dont nous produisons nos expositions. Mais pour moi, si je me réfère aux objectifs du gouvernement finlandais et aux objectifs de notre musée, c'est nos réserves. Nous avons commencé une initiative il y a 2 ans et demi afin de mettre en place une collaboration entre 2 musées nationaux spéciaux, le Musée national de travail et également notre musée, le musée de la Poste. Nous avons également trouvé la possibilité de coopérer avec la ville de Tampere et nous avons eu un soutien de la part du ministère de Culture et de l'Éducation pour notre projet. Dans le cadre de ce projet, notre objectif était de créer un centre des collections le plus durable possible. Je sais qu'il ne s'agit pas d'un sujet facile. Après 2 ans et demi, je réfléchis à de nouvelles manières de faire pour faire face à certains enjeux auxquels nous avons été confrontés lors de ce processus. Il nous est apparu que les musées sont relativement énergivores. Ce sont des institutions qui consomment de l'électricité pour nos expositions, pour nos locaux, pour nos réserves aussi. Alors comment faire? Tout d'abord, il s'agissait de réfléchir à construire une réserve le plus efficace sur le plan énergétique possible. Quels devraient être les modes de chauffage pour ces réserves? Quel type de système de ventilation fallait-il mettre en place et quelles sont les conditions nécessaires à créer au sein des réserves? Pendant que nous réfléchissions à ces projets, nous avions lu beaucoup d'articles, il y a eu pas mal de discussions sur
les contraintes assez sévères nécessaires pour la préservation de nos objets de musée. Mais on commençait à entrevoir néanmoins des possibilités par exemple d'agir dans une fourchette plus large d'humidité ou de température au sein de nos réserves. Même si l'objectif est de maintenir une stabilité la plus forte possible, mais notre objectif était de réfléchir à ces questions avec nos conservateurs et nos gestionnaires de collection afin de trouver une solution qui pourrait être la plus durable possible. En parlant évidemment de l'énergie, il nous est apparu évident de mettre des panneaux solaires sur le toit. On utilise également la puissance géothermique pour le chauffage. Comme vous le savez, notre hiver en Finlande est long et relativement peu lumineux. Il est donc évident que les panneaux solaires ne couvrent nos besoins en énergie que pendant la période estivale de mai à septembre. Pendant les autres mois, il a été nécessaire de prévoir d'autres sources d'énergie. Il nous a semblé important également de rechercher à mettre en place des contrats spécifiques avec les distributeurs d'énergie qui étaient les plus durables possibles. C'était vraiment notre objectif et nous avons réussi à cela lors de notre projet. Cependant, je me sens en quelque part un peu coupable d'avoir construit une nouvelle réserve puisque, comme on le sait, l'empreinte carbone est très forte quand on utilise du béton pour faire de nouvelles constructions. Et évidemment, il a fallu beaucoup de béton pour construire ce bâtiment. Quand nous avons commencé à calculer notre empreinte carbone, ce béton était l'un des enjeux les plus importants en ce qui concerne l'empreinte carbone qui était relativement lourd, en tout cas dans la première phase du bâtiment. Mais si on parle du bilan carbone sur le long terme, la consommation d'énergie est le facteur le plus important. Quelles sont les solutions à trouver pour produire l'énergie pour votre local, que ce soit le musée ou la réserve? Et sur ce point-là, je pense que nous avons connu une réussite relativement importante. Je voudrais souligner également la coopération entre ces trois institutions muséales. Le fait de construire quelque chose qui puisse accueillir non seulement notre musée, mais nous avons trouvé des solutions pour collaborer ensemble, collaborer notamment avec les conservateurs qui étaient des voisins, qui travaillaient juste à côté dans une autre réserve. Donc, notre nouvelle réserve est un lieu avec deux zones de conservation des collections et il s'agit d'un bâtiment qui est relativement efficace sur le plan énergétique. Voilà donc un cas d'étude qui parle de notre manière de résoudre un certain nombre de ces problématiques. Je pense qu'on pourrait parler des autres activités, d'autres modes d'action que nous avons. Ces points ont été évoqués par Juliette et Estelle en introduction. Il n'y a pas de solution facile pour ces questions. Comment résoudre ces problématiques? Pour vous donner un autre exemple rapidement, nous avons beaucoup parlé de la façon de créer des expositions davantage recyclables. Cette année, je trouve que nous avons réussi dans ce sens quand nous avons ouvert une nouvelle exposition produite grâce à du
du carton fait de papier relativement rigide qui était aussi recyclable. C'était une première expérience. Nous n'avons pas tout à fait pu calculer le bilan carbone ni l'empreinte verte de ces œuvres. Donc, nous sommes dans une démarche qui cherche à promouvoir néanmoins la durabilité de notre activité muséale. Nous parlons également de notre possibilité de compenser nos émissions de carbone. C'est ici une question à aborder. Nous avons connu quelques problèmes en Finlande avec ces programmes de compensation et le gouvernement finlandais a ce programme très ambitieux pour avoir une Finlande neutre en carbone et il y a toute une question sur la manière de prendre en compte ces programmes de compensation d'émissions de carbone. C'est assez compliqué, mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir compenser les émissions de vos déplacements, par exemple en faisant planter des arbres. Je ne connais pas exactement les procédures de compensation, mais ce sont des efforts qui peuvent être faits pour améliorer la situation en ce qui concerne ces tâches-là. Cependant, nous faisons face à de grands problèmes. Il y a toute une anxiété concernant le climat parmi la jeunesse et nous avons une responsabilité très importante pour prendre en compte ces questions. La dernière chose que je souhaite évoquer, c'est le fait que les musées pourront éventuellement donner un peu plus de place et de possibilités pour les personnes qui sont préoccupées de ces questions. Un forum permettant de parler de ces questions. Je pense également qu'on pourrait prévoir même des actions relativement extrêmes ou des problématiques extrêmes qui pourraient être soulevées lors de telles discussions. Vous connaissez tous la jeune fille Greta Thunberg qui a mené des grèves de lycéens et différentes activités. J'ai 2 enfants qui ont la vingtaine entamée et je sais que pour eux, Greta Thunberg est un vrai héros parce qu'elle agit, elle sensibilise par rapport à ces questions du changement climatique. Nous qui sommes un peu plus âgés, qui travaillons dans des institutions bien établies, nous avons besoin vraiment de laisser une place pour les jeunes qui souhaitent parler de ces problématiques au sein de nos musées. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Kimo, pour ce témoignage depuis votre pays. Et on voit bien à quel point, effectivement, ce sont des questions qui mobilisent en interne les équipes, mais aussi les collaborateurs proches ou lointains, et même les citoyens et les jeunes, effectivement. Alors, je propose maintenant de passer la parole à Lydia Labalette, donc administratrice du Château des Ducs de Bretagne. En préparant ce débat avec Lydia, nous sommes tombés d'accord pour que Lydia expose en fait une vision transversale des projets, parce qu'en tant qu'administratrice, elle a cette capacité à restituer une vision globale en parlant de différents secteurs d'activité de la vie d'un musée. On parlera sans doute de communication, de conservation, bien sûr, d'exposition, mais aussi d'enjeux autour des ressources humaines, le tout dans une dimension RSE où le développement durable sera donc pris dans toutes ces dimensions. Donc, je vous laisse témoigner, Lydia. Merci. Bonjour, donc je suis Lydia Labalette et donc je suis administratrice au Château des Ducs qui héberge le musée d'histoire de Nantes. En effet, mon souhait était de parler de façon assez générale, éventuellement de présenter quelques petits points très divers
et évidemment, lors de la séance de discussion, de pouvoir revenir sur tout ce qui pourra intéresser les collègues. Déjà, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes situés en plein centre-ville de Nantes, dans un château qui, au départ, a été médiéval et qui, évidemment, comme beaucoup de châteaux et monuments historiques, a évolué dans le temps. Et dans ce château se trouve donc le musée d'histoire de Nantes. Pour rentrer dans le musée, il faut rentrer dans la cour du château, et la chance que l'on a, c'est que cette cour est gratuite. C'est une place publique nantaise, en fait. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je vais évoquer avec vous les premières choses que l'on voit quand on est visiteur et qu'on rentre dans cette cour. Alors, vous allez voir, hein, c'est des petits détails, mais à mon avis, une démarche qui se veut vraiment RSE dans sa globalité. C'est une accumulation de petits détails, évidemment joints dans une stratégie plus globale, mais les petits détails sont parfois importants. Donc, une des choses que vous voyez quand vous arrivez dans la cour du château, c'est une boîte à livres que l'on a mise à disposition du public. Donc, vous savez, c'est ce principe de livres que les gens viennent déposer, viennent récupérer. Nous aussi, on a choisi de déposer, de mettre à disposition de nos visiteurs des livres que l'on thématise. Et pour cela, on travaille avec 2 acteurs locaux, donc les bibliothèques municipales et une association de ressourcerie, de recyclerie de livres. Donc voilà, c'est un tout petit détail, mais tout de suite, voilà, c'est un détail qui peut avoir son importance sur le fait que on ne souhaite pas jeter, et on souhaite que éventuellement d'autres personnes puissent profiter de choses que les uns et les autres ne souhaitons plus avoir chez nous. Un autre élément complètement différent, c'est dans cette cour, il y a un glacier. Et évidemment, l'idée, ce n'était pas d'offrir des glaces qu'on peut retrouver partout dans le monde. C'est des glaces qui sont produites avec des produits uniquement locaux. Donc voilà, encore un petit détail, mais c'est pas non plus complètement anodin de proposer des produits qui sont en circuit court et vraiment exclusivement en circuit court. Autre élément qui vient de prendre sa place à l'automne dans la cour, c'est un jardin. Alors, on l'a appelé le jardin d'Anne de Bretagne, puisque on s'est inspiré des arbres qui plaisaient à Anne de Bretagne au XVIe siècle pour installer des arbres en pot dans la cour. Et pour ce projet, l'intégralité des acteurs avec lesquels nous avons travaillé sont également des acteurs locaux. La pépinière est locale, l'artisan qui nous a dessiné et fabriqué les bacs pour les arbres est également de la région nantaise. La graphiste qui a dessiné les plaques pour expliquer notre démarche et reproduire des illustrations du livre des grandes heures d'Anne de Bretagne et nantaise, etc., etc. Donc, vous voyez, l'idée est au maximum, quand c'est possible, hein, évidemment, on sait tous que ça n'est pas toujours possible, de travailler avec des acteurs locaux. Évidemment, chacun fait avec aussi ce qu'il a sur son territoire, mais on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'acteurs locaux sur beaucoup de sujets qui sont tout à fait compétents et avec lesquels on peut travailler. Et donc ça nous paraît vraiment assez essentiel. Autre élément, un peu comme chacun d'entre vous, dans le musée, on essaye au maximum de faire évoluer notre matériel et notre gestion et notre exploitation. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile. On est un monument classé monument historique, donc on ne fait pas ce qu'on veut. On a parfois, comme tout le monde, des injonctions contradictoires entre choisir quelque chose qui serait plutôt local, mais qui ne serait peut-être pas vertueux en termes de consommation, et choisir quelque chose qui vient du bout du monde. Je pense à, par exemple, tous les achats de matériel informatique ou multimédia, mais qui vont, eux, consommer moins. Donc, on peut être comme ça soumis à des choix qui ne sont pas toujours évidents. Et puis parfois, on peut aussi être guidé, voire obligé par les réglementations ou les lois, mais ça peut avoir évidemment
une très grande vertu. Je pense à quelque chose de tout bête, mais vous avez forcément tous été confrontés à ça, le fait qu'aujourd'hui, les ampoules sont forcément des ampoules LED quand vous les changez. Bah, dans un musée comme le nôtre, où il y a 32 salles, où il y a des centaines et des centaines d'ampoules, c'est pas anodin, c'est vraiment une consommation différente. Je pense aux vidéoprojecteurs qui sont aussi éclairés par des LED et que l'on change quand ils sont en fin de vie. Et ben voilà, c'est une consommation en énergie qui diminue. Toujours dans une consommation qui se veut moins importante, par exemple dans les vestiaires et dans les toilettes, le fait de mettre des robinets à détecteur de présence et donc éviter que les robinets coulent quand les personnes ne sont plus là. La mise en place de la supervision pour optimiser l'allumage et l'extinction des installations multimédia. Donc voilà, en fait, ce qui peut paraître un peu angoissant quand on commence à se plonger dans cette volonté d'une démarche de développement durable, de RSE plus globalement, on peut se dire, oh là là, je ne sais pas par où prendre les choses, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on fait déjà beaucoup de choses et que peut-être la première étape par lesquelles on doit passer et qui peut être assez rassurante, c'est faire cette liste de choses que l'on fait tous, valoriser ce qui est déjà fait, inciter les collègues à aussi apporter leur contribution. Très souvent, c'est quand même beaucoup de bon sens, en fait, ce qui permet de pouvoir faire des choses qui sont des petits détails, mais qui, accumulés les uns aux autres, vont avoir une réelle incidence sur l'exploitation. Évidemment, le secteur des expositions est le secteur auquel on pense tous parce qu'il est associé à une consommation un peu excessive de matériel qu'il faudrait renouveler, de vitrines, de toutes ces scénographies qui sont très consommatrices. Donc, c'est sans doute en fait par là qu'on a commencé dès 2010. Mais comme je sais qu'il y a pas mal de mes collègues qui vont aborder ces sujets-là, je ne vais peut-être pas détailler. Évidemment, je répondrai à vos questions si certains sont intéressés. On a encore, de mon point de vue en tout cas, une difficulté vis-à-vis de la communication. Alors évidemment, on consomme beaucoup moins de papier, on prend du papier qui vient de forêt qui serait labellisé PEFC, les encres qui sont labellisées, etc. Mais quand on enlève le papier, on le remplace par du numérique. On sait qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup moins polluant, mais que dans les faits, ça ne l'est pas forcément. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous, on a vraiment encore du travail. Parce que aussi bien dans le musée que dans nos axes de communication, le numérique a une place très importante et on n'est peut-être pas très, très vertueux là-dessus. Donc, on sait qu'on a une marge de manœuvre, mais comme beaucoup, je pense. Hein, mais voilà, on sait que là, c'est un petit peu un point faible. On a peut-être aussi un point faible, mais je pense comme beaucoup d'entre vous, au niveau de la conservation. Nos collègues sont hyper attentives, essayent au maximum de se former, mais on sait bien qu'aujourd'hui encore, beaucoup de méthodes utilisent des matériaux et consomment beaucoup de papier bulle, par exemple, pour prendre un exemple auquel je pense que tout le monde a en tête. Donc, on est dans une démarche qui se veut, on va dire, on est sensibilisé, mais on n'est certainement pas exemplaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cette volonté et on l'a à l'échelle du musée. Merci beaucoup Lydia pour ce témoignage et de fait on pourra revenir sur un certain nombre de sujets que vous avez abordés. Alors je rebondis parce que vous disiez de fait c'est beaucoup de bon sens.
je crois qu'on est tous d'accord, mais on a aussi besoin d'outils. Et je voulais faire partager cette ressource en ligne sur le site de paris.fr, où je n'ai aucune action. Vous avez là un livret professionnel qui est en fait le fruit du travail qui a été mené avec les acteurs des réseaux culturels et ceux de l'économie circulaire pour aider justement les lieux à s'engager dans une démarche de transition. Et donc ce livret comprend en fait 9 boîtes à outils, à la fois d'ailleurs en version française et anglaise, auxquelles on peut se référer pour trouver des solutions. Donc, je sais qu'il y a toujours des participants qui sont de la ville de Paris, et en particulier Charles Villeneuve de Gentil, peut-être qu'il pourra compléter mon propos tout à l'heure au moment des échanges. Alors, je cède désormais la parole à notre duo du jour. Donc, Lokia Merja, directrice du pôle collection exposition du musée des Confluences, ainsi que Sylvain Béguin, donc responsable adjoint du service technique culturel. Vous allez présenter le démontage propre de l'exposition Le Monde en tête, qui fait suite donc à la donation des coiffes par ce grand collectionneur, généreux collectionneur Antoine de Gelbert à l'égard des musées de France. Votre intervention comprendra à la fois une courte présentation du contexte, mais surtout la méthodologie et le bilan de l'expérience avec l'entreprise Fixar. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer. Je suis Myriam Laukia, donc la directrice de pôle collection et exposition au musée de Confluence. Donc, ceux qui ne nous connaissent pas, on est le musée de Confluence, c'est donc un musée qui a ouvert en 2014 à Lyon, un musée qui comprend des collections très diverses, aussi bien d'histoire naturelle que d'ethnologie. Voilà. Et donc, merci à l'ICOM France de nous avoir invités à participer à ces débats participatifs sur le sujet de l'écologie et économie solidaire. Donc, moi, je vais un peu expliquer le contexte, le démontage de l'exposition propre, et puis Sylvain, mon collègue, va prendre le suite pour le méthodo et le bilan. Donc, le musée de Confluence a ouvert en 2014. Et depuis, bien sûr, comme nous tous, en fait, on cherche quand même à réduire l'impact écologique de nos activités et notamment des expositions. Effectivement, les autres interventions, on a bien entendu que les expositions, c'est une des activités assez consommatrices de différents de matériaux, énergie, etc. Donc, à l'instar de plein d'autres musées, on a cherché à réemployer les matériaux utilisés dans les expositions, dans nos propres expositions, mais également de les partager avec d'autres structures associatives, muséales, culturelles de la région quand c'était possible. Mais on n'arrivait jamais en fait à remployer tous les matériaux utilisés dans les expositions temporaires, et comme on en fait quand même 4 par an, ça en faisait une certaine quantité de déchets. Donc, on a souhaité aller un peu plus loin dans notre démarche de responsabilité, de réduire notre impact écologique. Et en fait, à l'occasion du démontage de cette exposition Le Monde en tête à l'automne 2020, on a décidé de passer à l'étape suivante. Donc, c'était une exposition en fait qui était tenue dans une salle de 710 mètres carrés. Certes, c'était une exposition qui était un peu propice aussi pour ce type de travail parce qu'il n'y avait pas de cimets. C'était principalement du mobilier, des tables, des vitrines, des différentes choses, mais il n'y avait pas de cimets à démonter. Donc, on s'était dit que c'était potentiellement réutilisable ce qu'il y avait dans cette exposition. Alors, comme le grand nombre de musées français, nous sommes régis par les marchés publics. Donc, pour ce faire, pour organiser cette démontage une prestation complète de démontage propre, on a lancé donc un marché public spécifique qui a été écrit par notre service technique culturel qui gère donc tous les aspects techniques liés à la construction de nos expositions et aussi par notre service juridique. Donc, on n'avait jamais fait avant ce type de marché, donc il a fallu un peu tout inventer et imaginer qu'est-ce que ça pouvait être effectivement un démontage propre. Et l'idée, c'était de partir de quelque chose vraiment très pragmatique. On voulait voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on n'a pas cherché vraiment à calculer l'empreinte écologique ou le carbone, etc. On voulait vraiment expérimenter pour une première fois.
Mais donc c'est un marché, effectivement, le marché a été lancé, le marché a été importé par cette société de la région qui s'appelle Fixar. Mais alors, cette expérience de démontage propre et la volonté du musée d'être plus responsable était également un acte social parce que ça nous inscrivait dans notre territoire et dans un tissu économique et social local. En fait, le matériel a principalement bénéficié à un large panel de structures culturelles et sociales de territoire, que ce soit des associations culturelles, écoles, entreprises, etc. Et suite à cette expérience plutôt réussie, nous avons mis en place un marché pérenne pour les démontages propres de nos expositions. On ne pourra peut-être pas faire toutes les expositions de l'année, mais on va commencer 1 ou 2 expositions par an pour après aller vers quelque chose à 100%. Et ça nous a engagés également dans une voie à réfléchir comment on va inscrire dans nos marchés de scénographie dès l'origine, demander aux scénographes de réfléchir sur des modules et sur les structures qui sont plus facilement démontables et réutilisables. Voilà, donc je laisse la parole à Sylvain Béguin, mon collègue, qui va vous parler donc de notre méthodo et le bilan de l'action. Bonjour à tous, Sylvain Béguin. Juste pour rebondir sur les derniers propos de Meria, en fait, on a souhaité l'année passée, enfin il y a 2 ans en fait, en 2019, en initiant ce marché pour le démontage, qui a eu lieu en juillet 2020, agir directement. C'est vrai que on pense bien à l'éco-conception, on y travaille en parallèle, mais on souhaitait faire des activités qui avaient un impact immédiat, et c'est pour ça qu'on a fait cette expérimentation du marché avec un maximum de réemploi. Donc, pour donner quelques éléments un peu plus précis sur le démontage, il y avait 19 tables de 3 à 5 mètres de diamètre, 4 dispositifs scénographiques assez complexes avec des structures en métal, ce genre de choses, une trentaine de vitrines en verre sous forme de cloche, 14 panneaux de verre, donc panneaux simples, et au total, ça représentait 14,3 tonnes de matériaux, donc 9 tonnes de bois, 4 tonnes de verre, 1 tonne de métal, 110 kg de textile et 70 kg de plastique. La démarche qui a été retenue par le prestataire, ça a été d'abord d'inventorier tout ça et de faire un catalogue. Et cette étape-là, dans le bilan, on peut déjà dire que c'est une étape qui est essentielle parce qu'elle a permis au moment du démontage, en fait, les différentes structures du réseau qui avaient été sollicitées pour savoir si ça pouvait les intéresser de ce réemploi de matériaux, elles savaient déjà très précisément ce qu'elles allaient récupérer, quelle quantité, sous quelle forme, etc. Donc, ce catalogue a servi en fait à ce qu'au moment du démontage physique, tout puisse se passer rapidement. Donc ça, c'est pour la première étape, c'était la constitution de ce catalogue. Ensuite, donc ils ont sollicité tout leur réseau, donc un réseau, comme disait Meria, d'écoles d'art, d'architecture, de design, d'associations culturelles, artistiques, ce genre de choses, des entreprises qui sont impliquées dans le réemploi ou dans la revente de matériaux à prix solidaire, des compagnies de spectacles vivants, ce genre de structure. Et au final, c'est 32 structures différentes qui ont pu bénéficier d'une partie des éléments qui ont été redispatchés. Donc, pour finir sur la méthodologie, l'entreprise a réalisé le démontage. Et en même temps qu'il réalisait le démontage, il conditionnait et pesait tous les éléments afin qu'on ait des chiffres quand même à l'issue. Ils avaient à leur charge d'évacuer ces éléments. Donc, en fait, ils ont réalisé une tournée, eux, avec des camions qu'ils avaient loués, vers tous les principaux récupérateurs. Et ensuite, il leur est resté une quantité, une quantité qui n'avait pas été immédiatement distribuée. Et cette quantité-là, ils l'ont stockée pendant un certain temps. Ils ont loué un box de stockage pour ça. Et il y a eu une deuxième diffusion, ce qu'ils ont appelé une deuxième diffusion. Pour donner les chiffres, 76% de la matière a été diffusée dans la première diffusion, donc où il n'y a pas eu d'étape de stockage. En fait, tout est parti du musée et allé directement chez les récupérateurs. Ça, c'est essentiel puisque le stockage est très généralement un frein à ces interventions-là. Et ensuite, la deuxième diffusion a permis de faire 16% de plus de la matière qui a été remployée.
pour un total de 92% qui a pu être réemployé. Sur les types de matériaux, tout le verre a été réemployé, tout le métal a été réemployé, tout le textile a été réemployé, tout le plastique a été réemployé. C'est uniquement le bois qui n'a pas été intégralement réemployé. Et donc, on arrive à un total de 92% de l'ensemble. Voilà. Pour conclure sur les enseignements, on va dire, la partie catalogue est essentielle pour justement, au moment de l'évacuation de tous les éléments, qu'on puisse, si possible, supprimer l'étape de stockage intermédiaire quelque part, qui est vraiment souvent un problème. La partie transport est potentiellement aussi un problème. Nous, on a choisi de la confier aux prestataires afin que des petites structures qui n'ont pas forcément un camion qu'ils peuvent louer ou se faire péter puissent quand même bénéficier de cette intervention. Et encore une conclusion supplémentaire, Fixa est impliqué, donc le titulaire du marché, était impliqué dans ce genre de questions depuis plusieurs années. Au départ, c'est une entreprise qui fait des montages ou des montages d'exposition, donc c'est ça leur cœur de métier, mais ils s'étaient déjà posé ces questions-là au préalable, et donc ils avaient déjà un réseau préconstitué de structures que ça pouvait potentiellement intéresser, qu'ils pouvaient solliciter. Et du coup, c'est sûr qu'ils ont gagné pas mal de temps à ce niveau-là. Et enfin, pour un dernier élément, donc chiffré aussi, le démontage avec le réemploi, avec le rediffusion a représenté 19 000 € TTC pour l'intervention totale. Habituellement, nos démontages dans cette salle-là représentent plutôt 10 à 12 000 €. Donc, ça représente un surcoût de entre 50 et 70% selon le point de référence, mais pour faire cette intervention-là, avec en plus la rediffusion. Pour une expo qui n'a pas été pensée pour être démontable. Je le précise parce que c'est quand même important. Cette expo-là, il n'y avait pas de CIMES, donc on s'est dit qu'elle s'y prêtait, mais elle n'était pas pensée pour être spécifiquement démontable. Donc, on a pu, comme ça, atteindre les 92% des réemplois. Pour le marché pérenne, qu'on met en place cette année et qui reviendra sur, si possible, 4 ans, on va viser un taux de réemploi un petit peu plus bas. On va viser plutôt 60 à 70%, qui correspondait à peu près à la première diffusion dans ce marché test l'année passée, pour essayer de limiter un peu le surcoût et qu'on puisse l'appliquer du coup à un maximum de nos expositions. Voilà. Merci à vous deux, Merja et Sylvain. Vous avez abordé aussi beaucoup de questions importantes, notamment le catalogue de ressources tout à fait astucieux. Les marchés publics aussi sur lesquels on reviendra tout à l'heure parce que c'est tout à fait en lien effectivement. Et pour tenir nos délais, je propose de céder la parole désormais à Teresa Riberon, qui est donc chef de projet itinérance des expositions au MNHN, qui était aussi précédemment chargée de coordination et de production des expositions temporaires de la Grande Galerie d'Évolution et donc qui a pu accumuler un certain savoir-faire. Donc, vous avez notamment piloté des opérations de don ou de vente d'éléments de scénographie également, qui seront les points que vous allez évoquer lors de votre intervention. Et notamment, vous allez faire référence, je crois, à l'une de vos opérations les plus récentes, à savoir le don de plusieurs centaines de mètres carrés d'éléments scénographiques et muséographiques à l'occasion de votre bascule d'itinérance d'exposition mobilière à l'itinérance dématérialisée. On vous écoute. Merci beaucoup, Teresa. Merci Estelle pour cette introduction. Bonjour à tous. Effectivement, alors le Muséum national d'histoire naturelle français a mis en place plusieurs démarches pour améliorer ses pratiques en termes d'exposition temporaire. L'opération dont je vais vous parler aujourd'hui n'a pas des résultats aussi impressionnants que ceux du démontage de nos collègues des Confluences, mais il est quand même intéressant. Donc, notre service, le service programmation et itinérance des expositions, a en charge l'itinérance des expositions temporaires produites par le Muséum national d'histoire naturelle. Ça fait plus de 20 ans que le Muséum fait itinérer ses expositions. Et pendant très longtemps, ce qu'il a fait, c'est que nous reconfigurions les expos d'origine présentées sur 600 ou 900 mètres carrés. Nous en récupérions une partie des mobiliers pour constituer des expositions itinérantes de 200 ou 500 mètres carrés. Ces expositions
qui était le résultat d'une vingtaine d'années de production, était stocké dans 2 espaces de stockage sur une surface totale de 300 mètres carrés, ce qui représentait une charge financière non négligeable étant donné que nos sites principaux se trouvent en région parisienne. Charge financière de stockage à laquelle s'ajoutait la charge financière humaine et environnementale de la maintenance et du transport de mobilier volumineux, contenant aussi des matériels audiovisuels, multimédia, des cloisons, des décors assez volumineux. En 2017-2018, notre service est passé à une autre formule d'itinérance qui est fondée sur la dématérialisation. Ce parti pris visait à être dans la collaboration plutôt que dans le déménagement d'exposition, et donc de proposer en fait un travail d'adaptation qui s'adaptait aussi bien aux thématiques que souhaitait mettre en avant le lieu d'accueil parmi toutes celles de l'exposition d'origine, et aussi l'adaptation aux lieux, puisque en France, nous avons la chance d'avoir énormément de lieux culturels installés dans des lieux patrimoniaux, ce qui veut dire des conditions d'accès ou des salles au format très différents. À titre d'exemple, une de nos expositions, Nuit, a été présentée une année dans un château du XVe siècle et l'année d'après à l'Espace des Sciences de Rennes, un bâtiment contemporain, donc avec des conditions d'accès complètement différentes, mais avec les mêmes mobiliers, ce qui a posé des questions différentes à chaque fois. Alors, ce passage à la dématérialisation a fait que nous avons choisi de ne garder que les éléments les plus spécifiques parmi ce volume d'exposition mobilière, à savoir des manips et certains objets tels que des moulages, des reproductions, des facsimilés, voilà, ce genre d'éléments. Mais que faire de tout ce volume de mobilier, de cloisons? Eh bien, évidemment, l'idéal, c'était de les donner. Le don est possible pour les structures relevant de l'État depuis juillet 2016, et je souhaiterais saluer ici tous les membres du groupe de travail AGRÉ, l'atelier de gestion responsable des expositions et événements, dont font partie plusieurs des personnes qui assistent à cette conférence, que ce soit les collègues de Paris Musée, du Quai Branly, d'Univers Sciences, que je salue ici notamment pour un des grands accomplissements, c'est un article paru dans la loi de juillet 2016, permettant aux structures de l'État de faire don des éléments scénographiques dont ils n'ont plus l'usage à des structures au but non commercial, agissant dans les domaines de la culture ou du développement durable. Cela permettait de faire des dons en toute légalité, ce qui n'était pas si clair auparavant. À la suite de cette loi, nous avons en interne travaillé avec mes collègues Kinga Grège et Elsa Bouromé, qui sont à l'origine de la création d'un groupe de travail sur les expositions responsables. C'est un groupe de travail interne créé en 2015 qui visait à nous interroger sur nos pratiques des expositions, de la conception à la gestion de leur fin de vie. Toutes les trois, nous avons travaillé avec notre service juridique à l'élaboration d'un modèle de convention de cession de mobilier, mentionnant notamment l'exposition d'origine dont est issu le mobilier et, élément très important et qui fait partie des discussions, le nom du scénographe qui a dessiné le mobilier. Les mobiliers dont il est question peuvent être soit des éléments assez basiques, standards, soit des mobiliers qui peuvent avoir une identité beaucoup plus marquée. Et la question du droit d'auteur est vraiment un point qui fait que certaines démarches de mise en commun de mobilier, notamment, en sont encore au stade de discussion. Pour ce qui est de l'opération que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, et encore une fois, il y en a d'autres mises en place au Muséum national d'histoire naturelle, c'est ce passage de l'exposition mobilière à la dématérialisation. Donc, ce changement de formule d'itinérance s'est fait en 2017-2018. En 2019, nous avons entamé avec le soutien d'un stagiaire un inventaire de ces 300 mètres carrés de stockage. L'idée était de savoir ce que nous avions réellement en stock, puisqu'il s'agissait des expositions des 20 dernières années, d'avoir des photographies récentes et d'avoir des dimensions et toutes sortes d'informations précises, soit dans l'optique de reverser ces informations-là à notre base de données, soit dans l'optique de proposer au don ou à la vente les éléments avec le plus d'informations possible pour les bénéficiaires. Fin 2019, donc 6-9 mois après, sachant que ce n'était pas l'essentiel de nos missions ou de notre activité, nous avons sélectionné au sein du service ce que nous souhaitions conserver et donc ce que nous pouvions donner. Alors, nous devions proposer au don les éléments en mars 2020. Nous savons tous que le contexte a fait que ce n'était pas la meilleure période. Nous avons donc décalé cette proposition de don à juin 2020 et assez étonnamment, nous avons eu beaucoup de retours.
aussi bien en interne, donc nous avons proposé à nos collègues du muséum, sachant que le Muséum national d'histoire naturelle est constitué de 13 sites, dont plusieurs sont ouverts au public et qui sont répartis dans toute la France. Nous avons aussi sollicité les services des expositions qui avaient conçu les expositions itinérantes dont il était question. Et pour nos collègues d'autres institutions, nous sommes passés par la Muséum List, qui est un groupe de discussion par mail rassemblant les muséums francophones. Nous avons également déposé une annonce sur le site de l'AMSTI, l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle. Nous avons eu le plaisir de voir qu'en moins de 2 mois, l'essentiel de notre stock avait trouvé preneur. Et je souhaiterais profiter de cette intervention pour remercier non seulement mes collègues au sein du service programmation itinérance, mais aussi mon collègue régisseur et notre collègue du service juridique, puisque le soutien administratif et technique est vraiment crucial dans ce genre d'opération et n'est pas forcément évident à mobiliser suivant les institutions lorsqu'on fait partie de services ou directions différentes. Plus de 20 bénéficiaires ont reçu des éléments issus de ces expositions itinérantes mobilières, 12 en interne, 9 en externe. En termes de volume, c'est évidemment les bénéficiaires externes, hors MNHN, qui ont reçu le plus d'éléments. Ces bénéficiaires sont principalement des musées ou muséums, mais nous comptons aussi un institut de design, un jardin botanique et une association. Alors, je souhaite préciser que je donne des chiffres en mètres carrés, car les éléments dont il est question sont trop fragiles ou particuliers pour être superposés, gerbés, et donc donner une estimation en termes de volume est compliqué. Par contre, une occupation au sol, qui était ce que ça nous coûtait, ça, je peux vous l'indiquer. Donc, nous avons vendu ou donné plus de 300 mètres carrés de cloisons, vitrines, mobilier pour écran, objets muséographiques, décors. Objet muséographique, c'est notre appellation en interne pour désigner tout ce qui est moulage, sculpture, des éléments qui ne sont pas des œuvres d'art, mais qui sont quand même autre chose que des mobiliers simples. Nous sommes aussi passés par une association spécialisée dans la récupération et la valorisation de déchets, entre guillemets, scénographiques. Cette opération a été payante, mais nous a permis de trouver une seconde vie à plus de 100 mètres carrés de décors. Au total, ce sont donc 415 mètres carrés d'éléments qui ont trouvé une seconde vie pour le plus grand bonheur de nos collègues et des créateurs qui viennent s'approvisionner dans l'association en question. L'une de mes grandes fiertés, c'est de savoir que nous n'avons eu à Béné que 8 mètres carrés d'éléments, ce qui a représenté la dépense faramineuse de 650 €. Et en contrepartie, tout le volume, tous les éléments auxquels nous avons trouvé une seconde vie, ça a représenté une économie que nous avons estimée à 29 000 €, ce qui est quand même une somme conséquente. Alors, cette démarche, c'était un petit peu une opération ponctuelle, étant donné que désormais, nous n'allons plus avoir d'exposition itinérante mobilière. Par contre, c'est une opération à laquelle on peut trouver une continuité. En effet, lorsque des expositions sont adaptées en itinérance dans d'autres lieux, nous pouvons proposer de récupérer une partie des mobiliers de l'exposition originale lorsque cette exposition adaptée se fait peu après le démontage de l'exposition originale. Et un exemple que je peux vous donner, c'est l'exposition Météorite qui était présentée à la Grande Galerie de l'Évolution jusqu'en janvier 2019 et adaptée au Muséum national du Danemark à partir de septembre 2019. L'équipe danoise a acheté une partie des mobiliers correspondant à leur surface d'exposition, soit 250 mètres carrés. Ça a eu un double avantage. Pour eux, une économie budgétaire, étant donné que nous revendions les mobiliers à moins de 30% de leur coût de fabrication. Et pour nous, un décroissement du volume à Béné. Et évidemment, il faut rappeler ce principe très important en termes de développement durable et d'économie circulaire, c'est que la réutilisation, c'est toujours plus vertueux que le recyclage. Le recyclage, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est la réutilisation. Alors, à venir, nous allons finaliser notre base avec tous les éléments que nous avons gardés. L'un des avantages, c'est que nous n'allons plus stocker pour stocker, mais vraiment avoir une complète visibilité sur ce que nous avons en stock et pouvoir mettre en commun des éléments qui peuvent être issus d'une exposition, par exemple l'exposition Mammouth. Eh bien, certains objets peuvent être utilisés au sein de l'exposition Néandertal. Pour citer très rapidement d'autres initiatives, mes collègues des services des expositions de la Grande Galerie de l'Évolution, mais aussi du Musée de l'Homme,
font très régulièrement appel à des sociétés ou des associations qui viennent récupérer des mobiliers, des cloisons, des vitrines pour les réutiliser ou les mettre à disposition de créateurs, scénographes, dramaturges, etc. Ça peut être, et ce depuis 2015 de façon annuelle. Il y avait eu des opérations précédentes déjà. Et puis, je souhaiterais partager très rapidement l'initiative entamée par ma collègue Kinga Grèche du Musée de l'Homme, qui, avec notre conseillère au développement durable, Elsa Boromé, et avec l'énorme soutien de notre service juridique et du service de la commande publique, faire un marché d'approvisionnement dans les associations type Réserve des Arts, pour ne pas les citer, afin d'avoir un stock de matériaux récupérés qui soit utilisable pour de l'agencement d'une nouvelle exposition temporaire. Donc ne pas simplement agir en fin de vie de l'exposition, mais aussi en amont, au moment de la conception. Et je pense qu'à ce titre, des échanges avec le Musée des Confluences seront très intéressants sur la question des marchés publics. Merci pour votre attention. Merci Teresa pour cette intervention qui complète, je dirais, très bien les propos précédents. De fait, vous avez raison, c'est toute une chaîne en amont jusqu'à la fin du projet qui se déroule. Vous avez aussi souligné la question du droit d'auteur et de l'importance de collaborer avec les services juridiques. Je pense qu'on pourra aussi y revenir au moment du débat, même si tout le monde n'a pas à proximité un service juridique, selon la taille des collectivités, c'est quand même un enjeu important. Alors, notre dernière invitée est donc Caitlin Southwick, qui est membre du groupe de travail d'ICOM sur la durabilité. Elle représente donc ce groupe de travail aujourd'hui et comme vous savez, on a toujours à cœur de donner une dimension internationale à nos débats qui sont vraiment notre ADN finalement. Et donc, après l'intervention première de Kimo, Caitlin va nous faire partager son expérience. Elle a roulé sa bosse, hein, comme on dit, puisque en tant que restauratrice d'art de formation, elle a travaillé dans le domaine de la conservation et dans les musées du monde entier. Alors, je donnerai en exemple le Vatican ou le Getty, qui ne sont pas des moindres. Et donc, Caitlin va nous livrer un petit peu l'état des réflexions qui se jouent à ICOM et une vision aussi internationale. Merci Caitlin. Bonjour, good morning, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous de m'accueillir. C'est vraiment pour moi un privilège d'être ensemble avec tout un grand nombre de personnes. Merci Estelle pour votre introduction. Je m'appelle donc Caitlin Southwick, je suis fondatrice et directrice de Key Culture. C'est une association qui travaille en faveur de la durabilité dans la culture et je suis également secrétaire du groupe de travail sur le développement durable pour ICOM. Je voudrais donc parler cet après-midi de mon expérience et également du groupe de travail ICOM et ce que l'ICOM fait pour la durabilité. Je voudrais remercier tout d'abord l'ensemble des personnes qui m'ont précédé lors de cette table ronde et il est très intéressant d'entendre tout le travail, l'excellent travail qui est réalisé dans ce domaine. Je souligne l'importance de nos actions que nous mettons en place chacun afin de contribuer à ce que notre métier soit le plus durable possible. Comme je l'ai déjà dit, je suis secrétaire du groupe de travail développement durable, l'ICOM, et je voudrais donc commencer par vous donner un aperçu de ce que réalise le groupe de travail depuis quelques années. Le groupe de travail développement durable, l'ICOM, a été créé en 2017 avec le mandat d'explorer la possibilité de mettre en place un comité international sur le développement durable pour l'ICOM. Pour moi, il a été un vrai honneur d'être choisi pour faire partie du groupe de travail et j'ai vraiment le plaisir de travailler avec des collègues
très réputés de partout le monde sur cette question. Je voudrais vraiment remercier l'ICOM pour cette initiative de mettre en place ce groupe de travail. Cela montre l'importance de la question de durabilité dans notre secteur et la reconnaissance de la part d'ICOM de sa responsabilité en faveur du soutien de la question du développement durable dans le secteur des musées. L'un des aspects les plus importants qui est sorti du groupe de travail développement durable, c'est la résolution qui a été adoptée avec une unanimité presque complète lors de la réunion de Tokyo en 2019. Nous avons créé la résolution qui s'est appelée sur la durabilité vers 2030, transformer notre monde. L'idée, c'était de démontrer l'engagement de l'ICOM en faveur de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce cadre de travail établit l'engagement de l'ICOM en faveur du développement durable et crée une définition de termes spécifiques de durabilité. L'un des avantages d'un travail au sein d'une organisation internationale comme l'ICOM, c'est qu'on se rend compte que le mot de durabilité a différentes significations pour différentes personnes dans différents coins du monde. L'un des débats les plus importants que nous avons menés au tout début, c'est que veut dire la durabilité pour l'ICOM? Comment est-ce que nous allons utiliser ce terme? En tant que groupe de travail, nous avons décidé d'adapter la définition issue d'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable des Nations Unies afin de définir la durabilité. Quand nous parlons de développement durable ou de durabilité, c'est de ça que nous parlons. C'est l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette résolution a donc représenté un virage important pour l'ICOM parce qu'il a non seulement créé un repère en définissant la signification de durabilité, mais cette résolution représente également l'engagement pour travailler en faveur de ce concept en tant qu'organisation et en tant que membre de d'ICOM. Une chose que nous avons appris sur ce fait que la durabilité veut dire différentes choses pour différentes personnes, c'est qu'il y a des concepts interconnectés. On ne peut pas parler de l'Amazon sans parler de l'injustice raciale. On ne peut pas parler du mouvement Black Lives Matter sans parler de COVID-19. Ces sujets sont liés et en tant que professionnels, nous avons une responsabilité particulière, non seulement en étant responsables nous-mêmes pour nos propres actions, mais également par la manière dont nous présentons la question de durabilité au public. Et je voudrais donc souligner une ou deux ressources très intéressantes en faveur du développement durable. Et je voudrais également vous parler du travail futur du groupe de travail. On ne peut pas vraiment parler des ODD dans les musées sans parler de Henry McGree et son guide pour les musées et les objectifs de développement durable. Je posterai le lien dans le boîte de dialogue dans quelques instants, mais c'est une œuvre qui est un excellent point de départ. Si on veut savoir ce que veut dire pour nous en tant que professionnels les ODD, ce guide de Henry McGree parle des différentes façons de réfléchir la durabilité et les aspects interconnectés du développement durable pour les institutions. Il parle également de l'importance des musées et du secteur culturel pour la réalisation de ces objectifs de développement durable. Je vous encourage donc d'aller voir ce livre et je vais publier également les liens vers les objectifs de développement durable et l'agenda 2030. Notre travail pendant la première période a été de réfléchir au travail d'ICOM sur la réalisation des ODD et de l'agenda 2030, notamment quelle est notre responsabilité en tant qu'organisation internationale en ce qui concerne le fait de relier les ODD auprès de ses membres et de travailler en leur faveur. Nous avons donc créé cette résolution qui a été adoptée en 2019 et nous avons
présenter un certain nombre de recommandations à notre conseil exécutif sur la manière dont ICOM pourrait travailler au respect des objectifs de développement durable. Ces recommandations sont disponibles en ligne. Vous pouvez les trouver sur le site web d'ICOM. Lors de notre prochaine mandature, nous allons commencer à travailler sur la mise en place de nouvelles lignes de communication. Je voudrais donc vous inviter à chacun de nous contacter. Il est important pour nous de comprendre du point de vue d'ICOM ce que nous pouvons faire en tant que groupe de travail pour vous soutenir, pour soutenir votre travail en faveur du développement durable et ce que ICOM doit faire en faveur de ces sujets. Comment nous pouvons appuyer votre travail quotidien et comment soutenir l'organisation internationale qui est ICOM pour travailler à la réalisation des ODD. Je voudrais vraiment vous demander de nous contacter et dites-moi comment nous pouvons vous aider dans votre réalisation de nos objectifs communs. À côté de cet objectif de mettre en place de la communication, le groupe de travail a envie de travailler sur plusieurs thématiques. Nous souhaitons créer un plan d'action pour 2030, mais également à plus court terme pour 2022. Il est important donc de mettre en place une feuille de route pour ICOM afin de travailler sur ces sujets de développement durable et de mettre en place un calendrier pour la réalisation des objectifs. Nous regardons donc à l'année 2022 comme un prochain jalon dans notre travail en faveur du développement durable. Il est très important au sein d'ICOM de réfléchir non seulement au soutien de nos membres, mais aussi la manière dont l'organisation elle-même peut également pratiquer le développement durable au sein de l'organisation elle-même. Cela concerne les manifestations que nous organisons. Notre groupe de travail sur le développement durable a créé donc un comité de benchmarking. Nous cherchons donc à réduire les émissions de carbone qui sont générées par nos manifestations et nos événements. Nous créons donc des repères basés sur les émissions de notre conférence à Kyoto en 2019 et nous allons donc chercher à réduire les émissions pour la conférence de Prague. Et nous allons donc chercher à appliquer cette méthodologie pour l'ensemble des événements d'ICOM, les comités nationaux, les comités internationaux et les alliances régionales. C'est une initiative qui nous apparaît très importante. Regardez non seulement comment on peut vous soutenir, mais comment au sein d'ICOM, nous pratiquons le développement durable. Nous travaillons également sur le sujet de la communication. Nous allons mettre en place un site web, comment nous pouvons utiliser également la newsletter ICOM pour que la durabilité soit également au centre de toutes les communications, les médias sociaux, la newsletter. Nous voulons que ce développement durable rentre dans tous les aspects d'ICOM. Comme je l'ai dit en 2018, quand le groupe de travail a été créé, on nous a demandé de voir si, en tant que comité, si le groupe de travail devrait devenir un comité international. On a fait des recommandations dans le sens contraire. Nous ne pensons pas que le sujet doit rester dans un silo. Il faut que cette question soit intégrée à l'ensemble des aspects du travail d'ICOM, l'ensemble des aspects de tous les comités internationaux, tous les comités nationaux et toutes les alliances régionales. Constituer ce groupe de travail en tant que comité international semblait tendre à une séparation plutôt qu'à une intégration avec les autres domaines de travail. Donc nous cherchons à voir comment on peut faire rentrer le développement durable dans tous les aspects du travail d'ICOM. Et cela fera partie du plan d'action et des recommandations que nous allons constituer en amont de la conférence à Prague en 2022. Comme je l'ai déjà dit, le groupe de travail développement durable d'ICOM est là pour vous aider et nous voudrions entendre de vous comment on peut vous soutenir.
c'est un honneur tout à fait considérable de travailler au sein de ce groupe avec des collègues réputés de différents pays du monde. Et je voudrais partager quelques points de vue variés. Dans notre groupe de travail, c'est quelque chose que je trouve très enrichissant. Nous avons un groupe très diversifié et nous avons touché aux différents aspects de développement durable dans les différents pays du monde. Quand on parle de durabilité avec des collègues brésiliens, ils ont une conception qui est liée à la justice sociale et les droits sociaux. Quand on parle avec nos collègues de l'Europe du Nord, on parle plutôt de changement climatique et de l'environnement. Un collègue au Mozambique disait quand on parle de développement durable, ça ne veut rien dire pour mes concitoyens parce qu'on ne parle pas de ce concept. Donc il est important de prendre en compte ces différentes perspectives internationales et de reconnaître que ces différents concepts sont vraiment liés entre eux. Un aspect qui a été très important pour nous en tant que groupe de travail sur le développement durable, c'est non seulement de dire que nous recherchons des réponses. Comme beaucoup le savent, le concept de développement durable peut sembler tellement vaste qu'il peut nous dépasser parfois. Mais l'ensemble des concepts qui sont liés, comme je l'ai déjà dit, il peut sembler lourd de dire, OK, il faut recycler nos matériaux d'exposition. C'est compliqué, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Un élément que nous creusons, c'est la question de responsabilité personnelle et individuelle. Il nous semble très important que chaque acteur vraiment joue un rôle dans cette question. Même si vous avez un petit rôle, il est important que vous soyez acteur. La culture a une capacité unique de toucher nos concitoyens. Je n'ai nul besoin de vous convaincre de cet aspect. Mais cette capacité de créer la connexion avec nos visiteurs, avec nos publics, c'est ça qui fait que la culture a la possibilité de parler du développement durable au public. Il est important que nous reconnaissons cette opportunité unique et que nous puissions agir dans ce sens, que nous puissions mettre en place des éléments qui communiquent sur le développement durable grâce à notre art, grâce à nos expositions, grâce à notre programmation. Et nous devons plaider en faveur du développement durable en pratiquant tout ce dont nous parlons. Nous avons parlé un peu des réserves aujourd'hui, nous avons parlé des expositions. Tous ces aspects sont tout à fait essentiels. Si nous pouvons non seulement continuer à chercher à réduire notre impact environnemental, chercher à aller dans le sens de la décolonisation de nos musées, chercher à impliquer également les populations autochtones, mais également chercher à transmettre le message plus fort. Je suis allé visiter un musée aux Pays-Bas. C'est une exposition tout à fait exceptionnelle. Et je parlais à la conceptrice de cette exposition. Elle m'a expliqué que tout a été mis en place dans le sens de l'économie circulaire. J'ai été impressionné de le voir, mais j'ai été très surpris qu'ils n'ont pas communiqué sur cet aspect-là au public. En tant que visiteur, je n'ai pas vu des informations sur la circularité de cette exposition. Il est important que nous nous rendions compte qu'il ne s'agit pas seulement de parler de faire le travail en coulisses, mais c'est important également de parler de ce que nous faisons aux visiteurs de nos expositions, afin que le public puisse voir la responsabilité personnelle et entendre un appel à l'action. C'est une manière de mobiliser non seulement les professionnels de la culture que nous sommes, mais également les individus que nous touchons, afin qu'ils se mettent en action et qu'ils réfléchissent plus profondément sur le développement durable. Dans le travail quotidien que je mène et en tant que membre du groupe de travail, c'est
pour cela que nous, en fait, c'est de cela que nous plaidons. Non seulement que nous puissions réfléchir à nos actions, mais également à notre manière de porter haut et fort le message et d'en parler à nos publics. Comment pouvons-nous donner voix à ce message à l'échelle internationale? Comme cela a été dit, je suis conservatrice de par mon métier. On a parlé du climat. J'enseignais sur une formation continue l'année dernière. On parlait de la durabilité sociale, on parlait de l'énergie. Il y a deux anecdotes qui m'ont frappé et je voulais les partager. Et j'espère que ces récits pourraient vous inspirer. Tout d'abord, on a parlé avec quelqu'un de la question de décolonisation. Je parlais de la signification de ce terme, la manière dont nous racontons les histoires que racontent nos histoires. Est-ce que nous continuons le racisme structurel ou est-ce que nous créons des places pour le dialogue sur ce qu'est l'histoire? Et l'un des stagiaires a levé la main, elle m'a dit, c'est très intéressant. Elle a dit, c'est très intéressant pour moi, mais je suis conservateur. Est-ce que ce n'est pas plutôt une question pour les commissaires d'exposition? Et c'est une question qui vient souvent quand on parle du développement durable. Première question, c'est qu'ai-je à faire moi-même? En tant que professionnel de la culture, nous avons une responsabilité de démarrer des conversations. Quand on me pose la question, s'il y a une chose que je peux faire pour le développement durable aujourd'hui, que dois-je faire? Je réponds toujours, parlez-en. La sensibilisation, la mise en place de discussions et de conversations sur le développement durable est la première étape en faveur de l'action. Quand on parle du développement durable, ça peut sembler pour certains comme un concept tellement vaste que cela nous dépasse. Je n'ai pas de décision, je suis seulement conservateur, je ne connais pas suffisamment l'économie circulaire. Mais si on commence à en parler, si on commence à sensibiliser, non seulement à sensibiliser, se sensibiliser soi-même, mais sensibiliser également ses collègues, c'est la première étape pour aller vers un avenir plus durable. En tant que conservatrice qui disait c'est pas à moi de parler de décolonisation, c'est plutôt au commissaire. Si cette personne ne parle pas au commissaire, peut-être que la conversation n'aura pas lieu. Je voudrais donc plaider en faveur de cette responsabilité personnelle. Peut-être que c'est pas vous qui détient le pouvoir décisionnaire afin de changer de fournisseur d'énergie. Je m'excuse pour le chien qui aboie. C'est peut-être pas vous qui allez pouvoir mettre en place un programme de recyclage, mais vous avez toujours la possibilité de poser des questions et de commencer à en parler. C'est quelque chose que chacun est capable de faire. Poser des questions. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons aujourd'hui? En tant que conservatrice, mon métier était de préserver la culture pour l'avenir. Mais s'il ne reste plus de planète, à quoi sert-il de préserver la culture? Il est important donc de nous rendre compte que nous avons un rôle unique, non seulement dans la préservation de notre patrimoine pour l'avenir, mais également sur la préservation de notre avenir. Je voudrais ne plus prendre beaucoup de temps, mais je voudrais entendre des questions de la part de chacun de vous. En tant que membre du groupe de travail développement durable, nous voulons savoir comment on peut vous aider, comment ICOM peut vraiment s'approprier ces questions de développement durable. Je vais mettre mon email dans le chat avec les différentes ressources dont j'ai parlé et je me réjouis de pouvoir travailler avec vous en faveur d'un avenir durable. Je remercie les intervenants qui ont parlé avant moi. Vous faites un travail tout à fait impressionnant et cela m'a inspiré d'entendre ce que vous faites. Merci de me contacter. Nous aimerions entendre vos histoires via les différentes plateformes. Nous aimons partager les différents succès que nous connaissons déjà. Merci beaucoup à chacun de vous et je serai ravi de répondre à vos questions.
Merci infiniment, Kathleen, aussi pour votre passion du sujet qui est très communicatif, je crois. On a effectivement beaucoup de réactions et de questions dans la boîte de dialogue. Merci aussi de nous avoir reparlé de l'agenda 2030 avec les Nations Unies, extrêmement important. Alors, parmi toutes les questions qui sont apparues, il y a une prise de conscience qui est là. On va effectivement sans doute devoir monter un groupe de travail développement durable à l'échelle d'ICOM France pour reverser toutes ces réflexions ensuite au niveau européen et même international. Très concrètement, parmi les questions qui ont pu être posées, il y a eu par exemple en premier lieu celle de Camille Armandari qui demandait comment faire pour estimer son bilan carbone sur chaque projet. Est-ce qu'en quelques mots, quelqu'un peut répondre à cette question, s'il vous plaît? On va essayer d'en prendre un maximum. Teresa. Oui, je souhaitais simplement préciser que le bilan carbone n'est pas forcément le meilleur outil. En 2017-2018, nous avons demandé à un apprenti de réaliser l'analyse de cycle de vie, qui est en fait une approche plus complète que le bilan carbone, puisque l'analyse de cycle de vie va comptabiliser, estimer l'impact d'un matériau de son extraction, de sa conception, jusqu'à la gestion de son recyclage. Donc, c'est quelque chose de plus complet que simplement le bilan carbone et je vous encourage à vous renseigner sur cette pratique ou à me contacter. Je vous mettrai en lien avec notre conseillère développement durable qui a vraiment piloté ce travail de l'apprenti qui passe par des bases matériaux du BTP pour estimer l'impact de chaque matériau utilisé dans les expositions. Et j'en profite pour dire que les matériaux les plus impactants sont les moquettes, entre autres, mais notamment. Merci pour cette réponse, Teresa. Je relais une autre interrogation. Est-ce qu'un label éco-responsable existe pour les musées? Est-ce que quelqu'un veut bien répondre à cette question s'il a la réponse? Ou alors ça voudrait dire qu'il n'y en aurait pas. Teresa? Bonjour. Ah. Bonjour, oui, Thierry Renaudin de la Maison de Victor Hugo. J'ai posé cette question, j'ai fait une petite recherche et effectivement, je n'ai pas trouvé de label comme la marque nationale Tourisme et Handicap, parce qu'un label, effectivement, donne toutes les directives et des engagements spécifiques. Donc, moi qui suis engagé pour la maison du musée, direction du musée, dans cette démarche, effectivement, ça me paraît important qu'il existe en tout cas un label éco-responsable pour les musées. Donc, Teresa voulait proposer une réponse, je crois. Oui, c'était simplement pour dire que ça faisait partie des recherches que notre apprenti avait menées à l'époque. On avait vu un exemple de label dans des musées de l'Ouest américain, mais en tout cas au niveau européen ou français, alors à titre personnel, je n'en ai pas connaissance, mais ça ferait effectivement partie des outils à créer, surtout comme le disait Kathleen, pour valoriser auprès des visiteurs nos actions. Peut-être que je peux rajouter un mot sur ce point. Bonjour, oui, bonjour. Et ça n'existe pas, effectivement, et par définition, c'est extrêmement complexe à concevoir, puisqu'on a bien compris aujourd'hui avec ce Zoom, le développement durable, l'éco-conception, l'écolonomie, comme l'appelle Emmanuel Druon, est par nature transversale. Donc, c'est extrêmement complexe d'imaginer un label qui couvrirait tous les champs du possible en la matière. Et puis, par ailleurs, il y a des labels qui couvrent les questions bâtimentaires, les HQ, etc. Donc, il en existe bien d'autres qui peuvent être aussi brigués par l'institution ou par le musée. Est-ce que ça aurait du sens? C'est un vrai sujet. Je ne suis pas tout à fait convaincue, en tout cas, que ce soit possible. Et d'ailleurs, le peu d'institutions qui l'ont obtenu, comme le rappelait Teresa, peut-être 2 ou 3 exemples dans le monde, à ma connaissance, est très rare. Peut-être que Kathleen peut compléter là-dessus, si elle a des exemples, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Alors, excusez-moi, j'interviens encore à nouveau. Donc, dans mes recherches, j'avais trouvé un label européen éco-responsable qui s'adaptait par sectorisation. Je sais que pour les établissements scolaires, qui pouvait être adaptable pour chaque activité. Et effectivement, moi, j'ai répondu. Il y avait un contact, j'ai écrit il y a plusieurs mois, aucune réponse de ce label européen.
Voilà. Mais je pense au contraire, hein, je sais pour le musée, nous sommes dans une démarche sur l'accessibilité et le label Tourisme et Handicap, nous avons les 4 labels, nous a permis dès 2005 de travailler attentivement et de donner des critères de travail, des directions bien précises. Ça peut être une bonne source, j'en suis persuadé pour ma part, hein, à titre personnel. Merci beaucoup. Je soumets une autre question. Peut-on mesurer l'impact du numérique dans ce domaine ? Parce que c'est vrai qu'on en a peut-être un petit peu moins parlé au fil de ce débat. On pouvait de toute façon pas tout évoquer, mais Caitlin, peut-être en quelques mots, vous souhaitez réagir à cela, l'impact du numérique? Ça, c'est une très, très bonne question et je pense qu'on va avoir besoin d'1 heure et demie encore pour parler de ce sujet. Bien sûr que maintenant, c'est encore plus pertinent que jamais avec la COVID et la numérisation des collections. Bien sûr, une chose que nous avons réalisée, c'est qu'il y a une empreinte carbone numérique. J'étais en train de regarder à ce concept dernièrement et quelqu'un m'a dit que la ligne en bas qui dit en bas d'un mail que l'encre qu'on utilise pour dire que cette encre est éco-responsable sur le bas d'un mail imprimé, ça a une empreinte carbone plus grande en numérique qu'en encre. On pense que d'ici 2025, les centres d'hébergement de données vont consommer 20% de l'énergie mondiale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment estimer l'empreinte carbone. C'est quelque chose que je suis en train d'étudier en tant que directrice de Kiculture et aussi dans le cadre de la conversation qu'on vient d'avoir avant. En fait, on n'a pas encore assez d'informations sur l'empreinte carbone. Mais je pense que ce dont nous allons avoir besoin de faire, c'est que quand on pense au numérique, quand on pense à nos collections en ligne, il ne faut pas juste dire, bon, on va tout mettre en ligne. Il faut vraiment réfléchir de manière stratégique sur comment est-ce qu'on met nos collections en ligne et de quelle manière. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça nous aide vraiment à être plus accessible ou est-ce que c'est juste inutile? Donc, je pense que c'est vraiment un sujet très, très important et c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder pour créer des ateliers, des outils, des ressources. Donc, Kiculture va bientôt avoir des ressources sur cette question, mais pour l'instant, tout ce que je peux dire quand on pense au numérique, ne le fait pas juste pour faire. Assurez-vous que vous avez une stratégie claire. Je suis content d'en parler plus en détail si vous voulez me contacter, mais pour l'instant, il faut juste être conscient de pourquoi on va numériser. S'il y a une bonne raison de le faire, peut-être qu'il y a dans d'autres domaines où on pourrait mieux gérer notre empreinte carbone numérique en réduisant nos mails ou d'autres manières. Il faut en être conscient, en fait, pour l'instant. Merci, Caitlin. Alors, ça faisait le lien d'une manière évidente avec notre débat précédent où on avait parlé de stratégie numérique précisément. Je voulais indiquer dans la boîte de dialogue, beaucoup de ressources ont été partagées. Donc moi, je voulais remercier Hélène Vassal qui m'avait précisément signalé le guide sur paris.fr et qui a été mis en ligne, mais aussi des réactions par rapport au système de ressources qui pouvait déjà exister. Donc de fait, nos collègues de la FROI, par exemple, en ont mis en place, Beaubourg manifestement. Donc il y a déjà des solutions qui sont proposées. Je voulais aussi indiquer que des initiatives diverses et variées sont mises en place, donc à travers les musées de société, par exemple, mais aussi on indiquait dans la boîte de dialogue, en ce moment, il y a toute une chaîne assez vertueuse qui est mise en place entre la RMNGP et le Palais des Beaux-Arts de Lille,
où on a même une chargée de mission développement durable qui est missionnée sur le projet. Est-ce que la personne qui faisait cette mention souhaite rebondir pour compléter un petit peu? Ou alors nous les avons déjà perdus, nos collègues de la RMNGP et du Palais des Beaux-Arts de Lille. Allô, bonjour, vous m'entendez? C'était vous. Oui, bonjour. Non, alors en fait, je voulais juste vous signaler que donc nous avons entrepris de travailler avec le Palais des Beaux-Arts de Lille sur 2 expositions et Mélanie nous écoute également et représente le Palais des Beaux-Arts de Lille. Mélanie Estève, qui elle est chargée de la question de la RSE, du développement durable au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc nous collaborons sur 2 prochaines expositions pour aller plus loin et travailler à la fois l'éco-conception de l'exposition ainsi que sur tous les domaines, que ce soit la communication, pour être plus vertueux. Et je signalais également donc une personne, Valérie Bonnard, a rejoint la réunion des musées nationaux au Grand Palais pour une démarche globale de développement durable pour toutes nos activités, que ce soit les éditions, le marketing, niveau RH, RSE, enfin tous les niveaux. Voilà, donc on entreprend une grande démarche. C'est à la fois le bilan de ce que nous avons déjà mis en œuvre. Comme vous l'indiquiez précédemment, chaque petit geste compte et on a parfois l'impression de ne pas en faire assez. Donc l'idée, c'est déjà de recenser tout ce que l'on fait en interne de façon un peu isolée et on manque de transversalité. Et puis ensuite, de tirer le bilan pour justement construire une vraie stratégie et aller beaucoup plus loin. Et nous partagerons volontiers et assisterons à toutes les table ronde, conférence sur ces questions, puisque c'est vraiment passionnant de pouvoir partager avec vous tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Peut-être pour rajouter un point là-dessus, parce que je vois que un de mes élèves de l'école du Louvre, Quentin Augier, est avec nous. Je pense qu'un point important aussi, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de traiter aujourd'hui, c'est celui de l'importance de la recherche appliquée dans les domaines du développement durable et de l'éco-conception. Et je vous invite à vous intéresser au travail que Quentin est en train de faire. Notamment, il travaille à l'établissement pour le musée Picasso d'une grille de lecture selon les types d'expositions pour l'éco-conception de ces projets. Donc, il travaille par questionnaire et peut-être vous contactera-t-il. J'ai d'autres élèves qui étaient présents aussi aujourd'hui et qui travaillent sur des matériaux à tester, des matériaux propres, des matériaux non issus des filières pétrolifères et qui sont extrêmement importants aujourd'hui à développer. Et avec le laboratoire de recherche de l'INP, on avance avec ma collègue Nathalie Le Dantec et Sandy Lecomte sur ces sujets aussi, des nouveaux matériaux. On ne l'a pas évoqué ce matin, mais c'est aussi très important aujourd'hui. Une caisse d'œuvres d'art, c'est 80% de matériaux plastiques et il est important aussi d'avancer dans ces domaines et la recherche appliquée est extrêmement utile pour cela. Donc, soutenons nos jeunes chercheurs sur ces sujets. Je pense que c'est aussi très important. Alors, je vois qu'il est déjà 14h30 passé. Il y aurait eu certainement beaucoup d'autres questions à aborder. Ça montre là encore l'importance du sujet. Je voulais remercier à nouveau tous nos intervenants du jour pour leurs précieux témoignages. Sans aucun doute, je pense qu'après ce débat, des échanges vont être noués. Caitlin a laissé ses coordonnées, mais peut-être d'autres intervenants peuvent aussi en faire autant s'ils le souhaitent pour poursuivre ces échanges et juste ne pas les interrompre maintenant. Je voulais aussi indiquer au niveau du travail des projets scientifiques et culturels dans les musées de France,
de plus en plus, nos collègues intègrent ces questions de développement durable dans leurs réflexions avec leurs équipes, avec les citoyens aussi lorsqu'ils font des PSC participatifs. Donc, je crois que vraiment, il y a une prise de conscience très forte qui est là et une volonté d'agir évidente et aussi avec les nouvelles générations qui arrivent dans notre vie professionnelle. Alors, je voulais vous faire part du prochain débat qui se tiendra donc le mardi 20 avril. Hein. Vous savez, c'est le 3e vendredi du mois, donc à la même heure, à partir de 13h. Et ce 20 avril sera abordée la question des réseaux professionnels. Sont-ils des instruments de solidarité? Et pour ce débat, eh bien, ce sera un de nos collègues de l'International qui aura la responsabilité de l'animer parce que nous sommes très attachés à cette portée, à ce portage international. On est un réseau de cette dimension. Merci encore et je laisse notre présidente Juliette Raoult-Duval livrer le mot de la fin. Merci beaucoup. Pas vraiment le mot de la fin parce que vous avez dit tant de choses, mais juste saluer mes collègues, nos collègues à tous, vous remercier d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Je crois qu'on a été jusqu'à 235 tous ensemble. On sait aussi que nos débats sont largement réécoutés puisqu'ils sont enregistrés, vous le savez, ils sont interprétés, vous le savez aussi. Et donc, ce débat n'est pas terminé puisqu'il va donner lieu à de nouvelles écoutes. Il me semble que votre fidélité à ces sessions rapides, 1h30, où on demande juste à quelques témoins de lancer le débat, puis ensuite à la discussion d'avoir lieu. Elle a lieu largement par écrit dans le chat, mais ça, c'est les formes modernes, on va dire, compris nos débats avec une grande participation. On ne peut pas donner la parole à tout le monde, mais on peut l'avoir dans le fil et dans le chat. On peut lire tout ce que vous avez envie de nous dire, on le conserve, on le décrypte et donc vous savez que tout cela va pouvoir être réécouté et réentendu et utilisé. On a entendu vraiment énormément de choses, on a compris aussi qu'on avait probablement des groupes de travail à monter à ICOM France, à monter avec nos collègues à l'international dans des délais très rapides. Ce sont des questions qui sont urgentes et qui vous animent tous. Une fois encore, merci à nos collègues des différents pays qui se sont connectés à nous. Je crois que vous étiez très nombreux. On aura le décompte des participants français et des participants étrangers, mais je crois que vous étiez très nombreux aujourd'hui. Merci évidemment à nos partenaires finlandais, grecs, israéliens et du Comité international des musées scientifiques et techniques. Merci évidemment à Estelle pour sa remarquable animation. À bientôt, bonne journée et à la prochaine fois le 20 avril.